Michel Barnier est Premier ministre de la France. Une France en pleine crise, une France en plein délitement, tant au niveau politique qu'au niveau économique, au niveau social. Le pays est en train de partir à volo, jour après jour, on le constate. Et donc Michel Barnier est sous pression. Il est à la barre, certes, mais est-il véritablement maître du gouvernail français? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo, en commençant donc par plonger dans son thème astral et ensuite en regardant les transits planétaires qui l'attendent pour les mois à venir. Comprendre ces transits va nous permettre à nous Français d'en tirer des conséquences sur notre vie personnelle, de voir comment le contexte politique au travers de Michel Barnier risque d'évoluer dans les mois à venir. Donc voilà, attachez bien votre ceinture, papier, crayon et on se retrouve tout de suite pour le thème de Michel Barnier. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, vous ne connaissez pas forcément l'astrologie, mais c'est pas grave. J'ai une façon d'expliquer qui va vous permettre de toute façon de me suivre dans mon raisonnement et vous allez voir, on va rentrer pas à pas dans le thème de Michel Barnier. Donc ne vous laissez pas impressionner outre mesure par cette carte de naissance en disant je vais rien comprendre, de toute façon je passe à autre chose. Non, non. Faites-moi confiance, hein, on va y aller progressivement, vous allez voir, vous allez comprendre plein de choses et vous allez découvrir justement la magie de l'astrologie. Comment est-ce qu'à partir d'un thème de naissance, on peut déduire beaucoup de choses par rapport à sa propre personnalité. Hein, donc on y va? Allez, avec moi. Donc, Michel Barnier est né le 9 janvier 1951 à La Tronche. C'est comme ça. On n'est pas tous nés à Versailles. Hein, donc, certains sont nés à La Tronche, en Isère. Voilà, à 16h40. Et donc, lorsque l'on rentre ces coordonnées ou lorsque l'on monte le thème à la main, on obtient cette image, c'est-à-dire son thème de naissance. Et ce thème de naissance, c'est la photo des planètes au moment de sa naissance. Et cette photo représente donc un instant particulier. Cet instant contient les énergies à la fois de sa personnalité, mais aussi de son chemin de vie. Et c'est ça, encore une fois, la magie de l'astrologie. C'est un peu son ADN, si vous voulez. C'est son ADN astrologique. Bon, alors, qu'est-ce que l'on trouve dans cet ADN astrologique? Eh bien, on trouve, voilà, un soleil. Vous voyez, le soleil ici, qui représente la personnalité profonde de Michel Barnier, qui se trouve dans le signe du Capricorne. Et puis, vous avez un ascendant. Alors, l'ascendant, vous savez, c'est ce qu'on appelle le masque social. C'est la manière avec laquelle on échange avec l'extérieur. Donc, lui, il se trouve dans le signe du Cancer. Donc, déjà, dans sa personnalité, vous avez deux signes opposés. Vous avez d'un côté le Capricorne, c'est-à-dire l'homme mûr, un peu âgé, strict, imposant, un peu froid, un peu autoritaire, voyez. Et ça, on le voit très bien dans son thème astral. Hein. Déjà, c'est quelqu'un qui est très grand, qui est au-dessus de la foule, naturellement, qui a toujours un côté aristocratique, avec une certaine distance un peu vis-à-vis d'autrui. Donc ça, on le retrouve très bien dans le signe du Capricorne, vous voyez. Mais le signe opposé à l'ascendant, donc le Cancer, eh bien, est complètement différent. Le Cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe... Autant là, c'est un signe de terre, le Capricorne, vous voyez, de travail, d'ambition professionnelle. Ici, c'est un signe d'eau qui est beaucoup plus souple, qui a besoin de faire partie d'un groupe, d'un parti. Et donc, l'ascendant Cancer, donc surtout à l'ascendant, va arrondir un peu les angles, la dureté, la verticalité du soleil en Capricorne. Et ce qui fait qu'en fait, on va trouver ça chez Michel Barnier, on va trouver à la fois... je dirais, la stature imposante du général de Gaulle, vous voyez, bonjour, bonjour, au-dessus de la foule, un peu froid et distant, et en même temps, vous avez une sorte de bonhomie, parce que il y a cet arrondissement des angles par l'ascendant Cancer. Donc, il est d'ailleurs réputé comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est réputé comme quelqu'un de naturellement bon. Je veux dire, bon dans le sens de gentil, hein, mais c'est pas péjoratif de dire ça. C'est quelqu'un qui est naturellement bon, vous voyez, parce que il a ce côté Cancer à l'ascendant. Hein. Donc ça, on retrouve en fait déjà ces deux tendances dans sa signature. Mais maintenant, on va approfondir bien sûr tout ça. Hein. Bon, alors vous voyez, son soleil se trouve dans le deuxième décan du Capricorne. C'est un décan de Mars.
Mars qui représente l'action en Capricorne, vous voyez, Mars est exalté en Capricorne, c'est le terme technique, donc Mars est bien en Capricorne, c'est un décan qui est très porté sur le travail, vous voyez, sur l'action déterminée, l'action pas forcément clinquante, mais l'action qui va durer dans le temps, qui va chercher à atteindre des objectifs éloignés dans le temps et qui va le faire avec détermination, sérieux, rigueur. Voyez, donc ça, c'est vraiment un autre trait de caractère de Michel Barnier, il se fixe des objectifs à long terme et il est capable, sans esbrouffe excessive, hein, d'atteindre dans le temps ses objectifs, de cheminer avec détermination vers ses objectifs. Hein. Bien sûr, également, Soleil Capricorne, ça nous évoque quoi? Ça nous évoque l'ambition. Pourquoi? Parce que c'est l'ambition de s'élever. Or, vous voyez, le Capricorne, c'est le signe qui est le plus élevé du zodiaque. Vous voyez, il est tout en hauteur, le Capricorne. Et donc, c'est pourquoi le Capricorne représente les sommets des montagnes. Et donc, un Soleil Capricorne cherche à s'élever le plus haut possible, dans une forme de hiérarchie sociale, socio-professionnelle, politique. Hein, donc monter le plus haut possible. Ben là, il est pratiquement sur la plus haute marche pour sa carrière, il est Premier ministre, et donc cette ambition est chevillée au corps depuis sa naissance, avec beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices personnels, beaucoup de sérieux, de discipline également, pour atteindre, sur le long terme, hein, il est le plus vieux Premier ministre de la Ve République, pour atteindre sur le long terme ce sommet capricornien. Hein, voyez ? Et puis le Capricorne, c'est aussi un signe de contrôle. Et derrière cette notion de contrôle, on entend la notion d'administration. Voilà, d'administration qui contrôle. Donc c'est un administratif. C'est foncièrement un administratif. La version un peu péjorative maintenant, c'est un technocrate. Voilà, hein, c'est un technocrate de l'administration, il est fait pour ça, il est câblé pour ça par le Soleil en Capricorne, et donc il permet de contrôler les choses, de mettre en place des rouages, etc. etc. Donc c'est un homme politique, bien sûr, mais c'est pas un politicien. Hein. C'est un administrateur, c'est un technocrate, avant tout. Ok, le décan martien, on en a parlé, et puis vous voyez, bon bien, on est dans la maison 7, ça c'est la maison, vous voyez ce secteur là, hein, du thème, c'est la maison 7, c'est la maison de l'échange avec autrui, et donc on voit bien qu'il projette cette lumière, en fait, dans sa maison 7, dans la maison des relations. Donc qu'est-ce qu'on voit de lui? Eh bien, on voit, normalement ce qu'on voit en premier, c'est l'ascendant. Hein, vous êtes d'accord, hein, l'ascendant, l'interface avec l'extérieur. Donc normalement on voit l'ascendant. Mais chez lui on voit plus, finalement, en premier on voit le Capricorne. Mais pourquoi? Ça se comprend, parce que Soleil maison 7. Donc voilà ce qu'il projette hein, à l'extérieur. Il projette sa stature. Voilà. Hein, encore une fois, c'est quasiment au niveau physique, hein, c'est le général de Gaulle, quoi. Voyez? Et donc il y a tout de suite ce qu'on perçoit, c'est cette stature, cette verticalité, cette exigence, ce sérieux, ce sens des responsabilités, tout ça, ok. Et puis, en même temps, une certaine distance, hein, un peu un froid, quelque chose d'aristocratique qui est typique du Capricorne en maison 7. Hein. Ok. Bon, voilà, ensuite qu'on peut regarder, c'est quelque chose d'assez particulier d'ailleurs, c'est ce carré-là. Vous voyez qu'en fait, le Soleil a des dialogues avec les autres planètes. Vous voyez, tous ces traits à l'intérieur, c'est comment les planètes dialoguent entre elles. Ben, vous voyez que le Soleil, il dialogue en priorité avec Neptune, ici la planète des poissons. Et il dialogue pas très bien parce que c'est un carré, ici. Voilà, c'est un carré. C'est un carré entre Soleil et Neptune. Donc, si vous voulez, le Soleil en Capricorne est signe de terre, est naturellement très ancré, c'est quelqu'un de prudent, il ne fait pas n'importe quoi, il est très consciencieux, très rigoureux, etc. Ok. Mais Neptune, planète des poissons, l'entraîne parfois dans des illusions. Hein, ce sont les filets neptuniens, si vous voulez. Et donc oui, il est naturellement très ancré, mais à certains moments, il y a comme une faiblesse, comme une porte d'entrée où là, il va faire confiance et il va faire confiance excessivement, soit à des personnes, soit à des institutions, enfin peu importe, dans sa vie politique, qui vont le mener en bateau. Hein, Neptune, planète des océans, planète des poissons, vous voyez, en carré.
Sa bonhomie, vous vous souvenez de l'ascendant Cancer, là, va jouer un petit peu dans le camp de Neptune en carré pour l'entraîner parfois dans des voies de perdition où en tout cas des gens vont abuser de sa confiance. Ils vont lui donner une illusion, il va s'en saisir, il va croire que c'est vrai et en fait ça va se révéler trompeur. Et donc là, ça c'est typique du carré neptunien, finalement le soleil, une fois que la marée neptunienne s'est retirée, il découvre qu'il a été trompé, quoi. Il a été trahi, ou alors il s'est trompé, il s'est fait abuser ou il s'est abusé lui-même. Et ça c'est vraiment typique de ce carré neptunien. Donc ça c'est intéressant de voir ça, parce que c'est pas qu'une cuirasse, c'est pas qu'un costume 3 pièces. Capricornien, en fait dans ce costume 3 pièces il y a des failles et notamment cette faille neptunienne. Or cette faille neptunienne, on verra l'importance qu'elle a quand on mettra en relation le thème de Michel Barnier avec par exemple le thème de Gabriel Attal ou avec le thème d'Emmanuel Macron. On verra que c'est pas un hasard tout ça, il n'a pas ce carré neptunien par hasard. Voilà, donc ça on va le garder dans un coin de notre esprit. Ensuite, on peut revenir donc sur l'ascendant Cancer, simplement pour dire que le Cancer, c'est le signe du peuple, c'est le signe de la démocratie, à la base, bien sûr. Et donc, il a besoin, en fait, tout Capricorne qu'il est, il a quand même besoin de s'appuyer dans sa communication et dans ses échanges avec autrui sur, l'approbation, alors l'intégration d'abord, et ensuite l'approbation d'un groupe. Ça, c'est typique de l'ascendant Cancer. Voilà. J'ai besoin d'avoir autour de moi un groupe. Alors, pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir être le directeur ici, parce que fondamentalement, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui le directeur, c'est lui le Premier ministre, c'est lui qui décide. Et dans tous ses postes, à différents échelons, différents degrés, c'est lui le chef, c'est lui le directeur, Capricorne. Voilà, c'est le PDG, c'est typique. Typiquement, symboliquement, c'est ça. Mais avec l'ascendant Cancer, je vais m'entourer d'une forme de démocratie, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais demander aux autres s'ils approuvent bien mon action, s'ils sont bien d'accord avec ce que je fais, s'ils me donnent leur aval, s'ils me donnent leur approbation pour bien faire ça. Voilà. Et pour bien faire quoi ? Pour bien faire ce travail administratif de contrôle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typiquement Cancer. Alors au niveau de sa personnalité, ça donne une sorte de division intérieure entre je suis Capricorne, donc je n'ai besoin de personne, versus j'ai un ascendant Cancer, j'ai quand même besoin d'avoir des gens autour de moi qui me disent qu'ils sont OK, qui adhèrent à mon projet. Sinon, eh bien, je ne peux pas vraiment faire briller au maximum mon soleil Capricorne. Vous voyez ? Donc ça, c'est une forme d'ambivalence à l'intérieur de sa personnalité. Alors maintenant, encore plus intéressant, c'est à partir de son ascendant Cancer, on va suivre son maître d'ascendant. C'est-à-dire c'est la planète qui est maîtresse du signe du Cancer. Or le maître d'ascendant signe plus spécifiquement le potentiel de la personne. Donc vous n'êtes pas Michel Barnier, mais vous avez un maître d'ascendant. Là, ce maître d'ascendant, cette planète, représente ce que vous savez faire naturellement, ce pourquoi vous êtes doué naturellement. Donc lui, son maître d'ascendant Cancer, c'est la Lune. Et où se trouve la Lune ? Elle se trouve ici, voyez ? Donc elle se trouve dans le signe du Verseau, c'est pourquoi c'est un lunaire du Verseau, et dans la maison 8, parce que ça, c'est la maison 8. Donc, il est Capricorne, il est ascendant Cancer, mais il est aussi lunaire du Verseau, maison 8. Voilà. Et ça nous renseigne plus spécifiquement sur son potentiel. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la Lune Verseau ? Enfin, un lunaire du Verseau et un lunaire du Verseau maison 8. Bien, le Verseau, c'est le signe de l'affranchissement, de la liberté, de la libération des choses. Oui. Donc, et c'est aussi un signe très collectif. Le Verseau, c'est l'esprit d'équipe, c'est le besoin de travailler avec les autres, etc. Donc, si vous voulez, le sens de la Lune en Verseau,
c'est le potentiel de la Lune en Verseau, c'est de désenclaver les choses. Voilà. Le Verseau refuse, a horreur des frontières. Ce qu'il veut, c'est enlever les frontières, désenclaver les personnes et les énergies de ces frontières pour les faire circuler et les mettre en commun. Voilà. Ça, c'est l'altruisme, je dirais l'universalisme du Verseau. La mise en commun des choses en faisant sauter les frontières, les clivages entre les personnes. Voyez ? Donc, sa Lune en Verseau, ici, elle a pour mission, elle a pour objet et pour potentiel de faire sauter les frontières pour mettre en commun les choses. Ça, c'est vraiment son truc. Et alors, la maison 8, dans laquelle se trouve sa Lune, c'est la maison du Scorpion. C'est la maison qui représente les transformations, les mutations. Oui. Donc, on pourrait résumer ce potentiel de sa Lune en Verseau, maison 8, au fait de transformer les choses. Alors quand on dit transformer, ça veut dire faire mourir symboliquement, ou réellement d'ailleurs, faire mourir certaines choses, mettre un terme à certaines choses, donc les transformer, pour libéraliser, pour libérer et mettre en commun des ressources et des énergies. Ça, c'est son potentiel. Donc, ou on va le dire autrement, pour mettre en commun, pour désenclaver les choses et mettre tout ça en commun, il faut transformer certaines institutions. Voilà. Et bien ça, c'est le potentiel, c'est le cœur du potentiel de Michel Barnier. Il y a un auteur qui le dit très bien, c'est mon astrologue préféré, c'est Feu Georges Morin, que j'ai eu la chance de rencontrer. Beaucoup d'émotions à rouvrir ce livre. Et il le dit mieux que moi, donc on va lire ensemble. Donc, lunaire du Verseau, par ascendant Cancer, son concept, donc on parle de Michel Barnier, son concept étant de forcer les barrières humaines en favorisant le rapprochement et l'unité des moyens. Je relis. Forcer les barrières humaines en favorisant le rapprochement et l'unité par des moyens divers. Voilà. Vous voyez, bon, c'est ça, transformer, faire sauter les frontières, mettre en commun. Bon, ça, c'est pas pour rien qu'il a passé pratiquement même plus de la moitié de sa carrière dans les institutions européennes. Parce que les institutions européennes, c'est la Lune en Verseau. Vous voyez, ce jaune Verseau, on voit presque les étoiles là du drapeau européen. Donc son Europe, à lui, c'est cette Lune en Verseau. Libérer, désenclaver, mettre en commun les choses. Et pour ça, il faut transformer. Donc c'est ça, vraiment, son truc. Ouais. Alors, vous voyez que, par exemple, cette Lune a des aspects. Donc, elle fait plusieurs aspects, notamment donc, un aspect ici, qui est une conjonction à Vénus. Et Vénus qui se trouve justement, elle aussi, dans le signe du Verseau. Alors, Vénus en Verseau, je vais aller directement à l'essentiel. L'archétype de Vénus en Verseau, c'est l'écologie. Vénus, c'est la planète du Taureau, elle représente la nature, et dans le signe du Verseau, eh bien, c'est l'altruisme associé à la nature, c'est-à-dire une forme d'écologie où on met tout en commun, où on pense global pour justement sauver la nature. Donc, l'engagement écologique, c'est vraiment Vénus en Verseau, tout à fait ça. Donc, dès le départ, on va retrouver chez Michel Barnier cette notion d'écologie. Alors j'ai pris les dates importantes en fait, principales de sa carrière. Donc vous voyez, il a commencé en 1993, c'était sous Mitterrand à l'époque, et il était ministre de l'Environnement. Donc son premier pas, si vous voulez, significatif en politique, ça a été de devenir ministre de l'Environnement. Et bien on retrouve ça dans sa conjonction Lune, maître d'ascendant, à Vénus en Verseau. Et puis plus tard, vous voyez, il a été également ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Et là aussi, on retrouve à nouveau cette idée écologique.
Voilà. En jaune, là, les flèches en jaune montrent son implication dans les affaires européennes. Donc, vous voyez, 95, ministre des Affaires européennes. En 99, commissaire européen. En 2010, commissaire européen chargé du marché intérieur. En 2015, conseiller spécial défense et sécurité. Défense et sécurité. Et 2019, négociateur Brexit. Ben, en fait, tout ça, c'est exactement sa lune en Verseau. C'est-à-dire, quand on est conseiller européen défense et sécurité, eh bien, on retrouve la lune en maison 8, la maison 8, maison du Scorpion, maison donc marquée par Mars, par tout ce qui est notion de défense, de sécurité, d'environnement hostile, potentiellement hostile, etc. Le Brexit, eh bien, c'est pareil, c'est une transformation. Il a géré une crise, la maison 8 qui est la maison des crises, une crise à l'intérieur de la mise en commun des moyens européens. Donc ça aussi, c'est typique de ça. Ok, et puis alors, vous voyez que sa lune est aussi en aspect à Mars, vous voyez Mars ici, Mars en Verseau, et Mars qui est, cette planète est sur la pointe de la maison 9, la maison 9 c'est justement la maison des voyages et de l'étranger. Donc son action, qui partait de l'écologie, Vénus en Verseau, était aussi destinée à se manifester toujours dans un contexte plus ou moins européen, Verseau, mais en rapport avec l'étranger, la maison 9. Et donc c'est pourquoi il a été ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires européennes, voyez, ministre des Affaires étrangères, voyez. Là aussi, il a parlé du Brexit, il a traité du Brexit. Donc tout ça, c'est typique de Soleil conjoint Mars, l'action collective ou collectiviste au travers d'une crise, mais aussi en lien avec l'étranger, la maison 9. Voilà. Ok, parfait. Alors vous voyez que cette lune, qui est également en trigone à Neptune, l'aspect de dissolution, vise aussi à dissoudre certaines choses, donc transformer mais aussi dissoudre. Dissoudre quoi? Eh bien certainement dissoudre certaines frontières, certains clivages, pour justement répondre à l'idéal Verseau, qui est un idéal collectiviste, universaliste. Mais cette lune est aussi en opposition à Pluton, ici, Pluton en Lion, et là on voit des ennemis très puissants. Opposé à sa lune, on a avec Pluton en Lion, ici, des gens très puissants, aussi, qui peuvent s'opposer à l'action de sa lune Mars et venir chercher à le blesser, voire à le mettre à mort préventivement par rapport à son action ou à ses idées. Donc là aussi, il y a des choses qui sont assez dures. Ce sont des combats violents entre Lune, Mars et Pluton, ici. Alors évidemment, des transformations, ça plaît pas à tout le monde, et on va en vivre certaines, je pense, et du coup, il y a des ennemis puissants qui se lèvent en face de lui, et qui peuvent potentiellement mettre à mort sa Lune. Ça, il faut bien en avoir conscience également. Alors, il est également toujours intéressant de regarder pour un homme politique, et surtout de cette stature, le maître de la maison 10, parce que vous voyez la maison 10 ici, c'est la maison de la carrière. Donc, le maître de la maison 10, c'est la planète qui est maîtresse de cette maison. Donc, vous voyez, la maison 10 se trouve dans le signe des Poissons, et la première planète des Poissons, c'est Jupiter ici. Jupiter que l'on retrouve dans le signe des Poissons, et dans la maison 9. Voyez ? Alors ça fait écho à beaucoup de choses que l'on a déjà vues, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition pour vivre une carrière à l'étranger ou en lien avec l'étranger. Ici c'est Bruxelles, et ça va même au-delà de Bruxelles, c'est ministre des Affaires étrangères. Eh bien voilà, vous avez Jupiter maître de 10 dans la maison 9. Voilà, ça, par rapport à sa stature, c'est son rôle de ministre des Affaires étrangères, ou de commissaire européen à Bruxelles,
encore une fois, l'étranger. Mais tout à l'heure, on a vu, il a été ministre de la pêche, de l'agriculture par Vénus, mais aussi de la pêche. Eh bien, ministre de la pêche, c'était Jupiter en poisson, tout à fait. Mais des fois, c'est une lecture littérale des choses. Juste, voilà, on observe les symboles. Jupiter, maître de 10 en poisson, voilà, il était ministre de la pêche. C'est normal, il n'aurait pas été ministre de l'Industrie, si vous voulez, mais ministre de la Pêche, oui, ça marche, pour lui. Et alors, intéressant également, toujours dans ce registre, c'est de voir qu'il a écrit plusieurs livres, parce que les livres, pour un homme politique, ça fait aussi partie de sa signature, en fait, ça signe son parcours, si vous voulez. Donc il a écrit plusieurs livres, j'en ai pris 3, donc il a écrit en l'an 2000 « Le défi écologique, chacun pour tous ». Vous voyez, ça c'est intéressant parce que quand on écrit un livre, ça veut dire qu'on fait une profession de foi en fait. On dit vraiment ce qu'on pense au fond et ça doit faire écho à une forme d'idéal intérieur. Donc là, il écrit un livre sur le défi écologique, chacun pour tous. Vous voyez, voilà, et ça, c'est vraiment typique de sa lune en Verseau, mais aussi et surtout de sa conjonction Lune-Vénus dans le signe du Verseau. Le défi écologique, chacun pour tous, eh ben oui, c'est-à-dire on est tous ensemble, Verseau, voilà, pour sauver la planète, l'écologie, avec tout ce qu'on peut mettre dans ce mot fourre-tout depuis les années 2000. Mais peu importe, c'est sa profession de foi. Il écrit en 2005 « Sortir l'Europe des idées reçues ». Vous voyez, on pourrait réécrire ce titre presque. Libérer l'Europe de ses idées reçues. Et ça, c'est sa lune en Verseau. Transformer les choses pour libérer l'Europe de ses idées reçues. C'est-à-dire la désenclaver de certaines idées reçues. Donc là, on retrouve également tout à fait non seulement son potentiel, c'est la profession de foi liée à son potentiel, mais aussi ses aspirations, son idéal lunaire du Verseau. Et puis en 2021, c'est quand même récent, il a écrit « La grande illusion, journal secret du Brexit ». Ouais. Et il ne sait pas pourquoi, c'est juste que ça lui a plu. Il a écrit « La grande illusion ». Bon. Mais la grande illusion, si vous voulez, chez Michel Barnier, c'est la grande illusion de son soleil en carré à Neptune. Vous voyez, donc c'est son idéal européen, européiste, alors avec certainement beaucoup de choses qu'il met derrière cet idéal de vivre en commun, de désenclaver les sociétés, de diversité inclusive, etc. Ça c'est le langage moderne, mais c'était déjà là avec d'autres vocabulaires dès le début des années 2000. En fait, c'est ça son idéal européen. Mais vous voyez, la grande illusion, alors c'est sous-entendu, c'est la grande illusion du peuple britannique qui a pensé qu'il allait pouvoir se séparer de l'Europe et vivre mieux. Ça, c'est ce qu'il sous-entend. Mais quand on a un carré Soleil-Neptune dans son thème astral, et qu'on le sait, donc il ne le sait pas, mais si on le sait, on évite d'utiliser le mot « la grande illusion ». Parce qu'en fait, quand on l'utilise, on parle de sa propre grande illusion, sauf qu'on ne le sait pas. Sa grande illusion, c'est la poursuite de cet idéal neptunien de mise en commun et de désenclavement des choses, mais qui est en fait une forme de dissolution, on l'a vu, de beaucoup de choses. Donc oui, on met en commun, mais pour mettre en commun, on doit dissoudre beaucoup de choses, et plus on dissout, plus en fait on appauvrit les pays, les États, les spécificités des pays. Donc c'est ça aussi, sa grande illusion. Et journal secret du Brexit, le Brexit, on l'a vu, on a compris qu'il avait joué pour... déjà, le Brexit était acté, mais il y avait encore l'espoir que ça puisse revenir en arrière, et puis non, on a compris que non, ils allaient vraiment quitter l'Europe, et donc il a fallu gérer la crise, et c'est ce qu'il a fait là, dans sa gestion de crise, Lune, Maison 8, Verseau. Donc là aussi, c'était complètement inscrit dans son chemin de vie. Voilà, vous avez vu quelques notions qui ressortent tout de suite, boum, et on comprend pourquoi il était ministre de l'Agriculture, pourquoi Michel Barnier était ministre de l'Agriculture, pourquoi il était ministre des Affaires étrangères, pourquoi il s'occupait de la pêche, pourquoi il est parti faire la moitié de sa carrière à l'étranger, à Bruxelles, pourquoi il cherche à
d'une certaine manière fédéraliser l'Europe, parce qu'en arrière-fond c'est ça, c'est-à-dire faire tomber les frontières des États pour mettre en commun un maximum de choses, hein, voilà, et comment il poursuit un idéal qui peut être en fait, y compris pour lui-même, un idéal trompeur, en réalité. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette première partie. Alors ne quittez pas, on va voir maintenant la partie prévisionnelle, donc les transits qui l'attendent, et on verra aussi des petits rapprochements avec le thème d'Emmanuel Macron et le thème d'Attal. Ça va être intéressant. À tout de suite. Donc, le monde de la finance, qu'est-ce qu'il veut? Le monde de la finance, là, on revient en 2017. Le monde de la finance, si vous voulez, en fait, il veut la mondialisation parce qu'il a compris que la mondialisation, ça permettait à certains acteurs, hein, on est sur des tout petits pourcentages de la population, de s'enrichir, de faire des culbutes financières incroyables, en délocalisant, hein, en relocalisant, en exportant, en favorisant le commerce international, quitte à sacrifier l'écologie pour ça, mais c'est pas grave, en sacrifiant beaucoup de choses pour ça, mais la mondialisation est une manne financière pour ce monde de la finance. Donc on a besoin de quelqu'un qui soit avant tout un grand mondialiste. Et quand je parle de ça, ça fait vraiment penser, si vous voulez, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est vraiment, vous savez, quand les trafiquants de cocaïne coupent leur cocaïne avec de la poudre, du talc ou de la farine, ou que sais-je. Ils ont 1 kilo de cocaïne, et avec la poudre, le talc ou la farine, eh ben, ils en font 5-6 kilos. Et ils revendent ça au même prix. Et donc ils font la culbute. Vous voyez, en fait, c'est ça, ce monde de la finance. Au travers de la mondialisation, c'est ça que l'on veut. On veut couper sa dope. Vous voyez, et on veut faire des culbutes financières en libéralisant le commerce mondial, international, etc. etc. Mais bien sûr, il faut comprendre que ça, ce processus-là, il a aussi des limites. C'est-à-dire que plus on coupe quelque chose, plus on le dilue, en fait, parce que c'est ça, c'est la dilution. Plus on le dilue, eh bien, plus on l'affaiblit. Et ça, on est maintenant, alors on était dans la phase de dilution, voilà, plein de personnes, enfin certaines personnes plutôt se sont extraordinairement enrichies, tous les milliardaires ont gagné extraordinairement des sommes d'argent fabuleuses avec la mondialisation, et donc on avait besoin d'un acteur, hein, Macron, pour faire ça, en France. Mais maintenant on est dans la phase où c'est tellement dilué, hein, on a tellement dilué les choses, on a tellement coupé notre dope, qu'en fait, elle a plus de valeur, en fait. Et on est dans cet état maintenant. Hein, on est dans cet état. Bon, alors ça, c'est ce que je dirais le principe de dilution. Vous voyez, hein, dilution, et vous comprenez, au travers de ça, on a la mondialisation. Bon. Et puis, ici, eh bien, l'Europe, en fait, elle partage ça. C'est quasiment idem. En fait, elle partage le projet du monde de la finance, parce qu'elle voit aussi, au travers de la mondialisation, un moyen de servir, non pas spécialement ses intérêts économiques, elle s'en fiche en fait l'Europe, puisqu'elle a la planche à billets, elle a la banque centrale, mais par contre, de servir ses intérêts politiques. Son intérêt politique, c'est au travers de la mondialisation, on va diluer les peuples, on dilue les États, et on les mélange dans un tout commun, une sorte de truc assez insipide, et là on peut mieux les contrôler, hein, et on peut mieux les diriger, on peut mieux en faire ce qu'on veut. Donc ça c'est le projet européiste, mondialiste, mais européiste atlantiste aussi, parce que derrière l'Europe, bien sûr, c'est l'influence des États-Unis. Hein. Donc vous voyez, il y a une forme de partenariat tacite entre le monde de la finance et les institutions européennes. Et donc on a deux cercles qui à un moment, qui se recoupent. Alors vous avez le cercle de la finance, il va être comme ça, vous voyez. Et puis le cercle de l'Europe, un peu comme celui-là, voilà, il est là. Vous voyez, ça c'est les intérêts financiers, les intérêts européens. Et puis on cherche, tiens, qu'est-ce qu'on a là, ici, là, dans ce réservoir de personnes, qui est-ce qu'on pourrait prendre de là pour servir nos intérêts? Eh bien Macron, il était là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personnalité. Donc on l'a pris et on l'a mis à la tête de la France. On dit, voilà, lui, il va servir nos intérêts.
Voyez, et en même temps, il va se servir, parce qu'il faut bien qu'il y ait aussi des avantages. Hein. Donc voilà. Donc notre président Macron, c'est ça. C'est l'enfant de la finance et de l'Europe, et voilà ce qui arrive. Vous voyez, d'ailleurs, en faisant ça, là, vous voyez, ce sigle, c'est le sigle des poissons, et c'est le sigle de la dissolution. Et donc, sa mission de vie à Macron, sa mission politique, si je puis dire, parce que franchement, mélanger politique à ça, mais au sens noble du terme, c'est difficile. Mais sa mission, c'est de dissoudre les choses. C'est de dissoudre, et de dissoudre quoi? En priorité, de dissoudre la France. C'est le mémoricide de Philippe de Villiers qui devrait bientôt sortir là, vraiment, et qui va certainement expliquer ça. Dissoudre notre pays. Alors, après 2017, on a eu les années Covid. Ah, ça, on n'aime pas y revenir. Mais on ne va pas y rester longtemps, moi non plus, j'aime pas y revenir. Bah, le Covid, 2020-2022, vite fait. On aurait dû rien faire, on aurait dû en tout cas pas arrêter la France comme il l'a fait, ça ne servait à rien. Il y a plein d'autres pays qui n'ont pas arrêté leur économie et qui s'en sortent aujourd'hui très bien. Mais on a arrêté, et il a arrêté unilatéralement le pays, il a décidé de le faire, vous vous souvenez, nous sommes en guerre. Et derrière le fameux quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on va sortir le chéquier et on va endetter la France. Mais vous comprenez bien que cet endettement de la France, c'est pas pour le bien des Français. Il n'en a rien à faire de votre PME. Il n'en a rien à faire de votre auto-entreprise. Absolument rien à faire. Mais rien à faire. Il n'en a rien à faire des soignants, il n'en a rien à faire de personne. Hein. Son objectif, par contre, c'est, quand le Covid s'est pointé, peut-être d'ailleurs qu'il a été orchestré, hein, ça, alors là, vous êtes complotiste, monsieur Bartomeuf. Hein. Ok. Mais disons qu'au moins, il a vu dans le Covid l'aubaine, l'opportunité de dissoudre encore un peu plus la France et donc de l'endetter. En endettant le pays, il faut comprendre qu'il y a quand même 1000 milliards d'euros de plus de dettes depuis la fin d'année 2016 jusqu'à maintenant. Donc, Emmanuel Macron, c'est 1000 milliards de dettes. On est à 3000 milliards de dettes aujourd'hui. Hein. Donc rien que lui, tout seul, avec ses petits bras, il a fait 1000 milliards de dettes supplémentaires, soit un tiers de plus de dettes qu'il n'y avait auparavant, depuis 1974. Donc c'est énorme. Donc le Covid, ça a servi à ça. Si vous voulez, le quoi qu'il en coûte, ça a été un instrument utile, un outil pour endetter la France. Quand vous endettez un pays à une telle ampleur, en fait, vous le faites descendre d'un statut de pays indépendant autonome et vous le faites régresser à un statut de pays dépendant. Or ça, c'est super, parce que s'il est dépendant, on pourra beaucoup plus facilement le diluer avec les autres pays. Comprenez? Puisqu'il sera dépendant, donc il fera ce qu'on lui dit. Hein, et d'autant plus qu'en France, eh bien, la dette, maintenant, elle est détenue par des étrangers. Donc on n'est même plus propriétaire de notre dette. Donc c'est tellement facile, une fois qu'on a ramené un pays à être dépendant, eh bien, de le fondre dans la masse, en l'occurrence, de le fondre dans l'Europe fédérale, qu'ils nous promettent. Donc le but du Covid, et surtout le but du quoi qu'il en coûte, c'est ça. Endetter la France pour la rendre dépendante et pour la fondre dans la masse de l'Europe. Donc, à ce moment-là, dissolution. Dissolution, on passe, on gagne du temps, les Jeux Olympiques, tout ça, Jupiter, vous avez vu le sigle des Jeux Olympiques, c'est Jupiter, le sigle des Jeux Olympiques. C'est 2024. Voilà. Donc, c'est Jupiter, roi des dieux, qui décide qu'il faut du temps. Et puis qui nous donne l'impression après, en août, là, que en fait c'est compliqué de trouver la bonne personne, le bon Premier ministre, quelqu'un qui va redresser les comptes, c'est compliqué, qui va faire consensus, tout ça, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. C'est l'Europe qui nous envoie son commissaire européen. C'est ni plus ni moins que ça. Si vous voulez, Michel Barnier, c'est pas le consensus et la redistribution de l'Assemblée nationale qui donne naissance à un nouveau Premier ministre. Ça, c'est le récit qu'on voudrait nous faire croire. Michel Barnier, c'est quoi? C'est l'émissaire, c'est le commissaire européen que Van der Leyen nous adresse pour prendre le contrôle de la France.
C'est ni plus ni moins que ça. La France est devenue dépendante, donc on appelle maman, et maman nous envoie quelqu'un pour gérer les comptes à notre place. C'est Michel Barnier, commissaire européen, hein, européiste convaincu, qui a fait toute sa carrière, une grande partie dans l'Europe. Comprenez ? Donc, ce n'est pas un Premier ministre français, Michel Barnier, c'est un commissaire européen en mission en France. Hein, c'est différent. Donc on utilise Barnier, qui a déjà fait ses preuves, puisqu'il a bien négocié, bien durement, il les a fait payer, hein, franchement, les Britanniques qui ont voulu sortir de l'Europe, là il a été vraiment pas gentil du tout avec eux, hein, très très dur dans la négociation. Il paye encore le Brexit aujourd'hui. Donc comme il a fait ses preuves aux yeux de l'Europe, c'est lui qu'on va envoyer pour résoudre la crise en France et résoudre la crise en France, utiliser la crise française pour faire rentrer la France dans l'Europe fédérale. Il a été ministre de l'Agriculture et de la Pêche. C'est un super atout ça pour lui, parce qu'on sait très bien que les premiers qui vont se révolter, c'est les agriculteurs et les pêcheurs. Et souvent, c'est par là que les révolutions commencent, les pêcheurs et les agriculteurs. Donc Michel Barnier, il a toutes les médailles, si vous voulez. Il a été le négociateur du Brexit, qui a donné satisfaction à l'impératrice von der Leyen, et en plus, il connaît, par ses fonctions précédentes, la pêche et l'agriculture, donc il va être au fait de ces crises lorsqu'elles vont émerger, parce qu'elles ne manqueront pas d'émerger, et notamment dès le mois de novembre 2024, nous n'y sommes pas encore. Hein. Ok. Et en plus, et ça, ils ne savent pas, mais on voit bien qu'il va être en fait sous contrôle. Alors pourquoi sous contrôle ? Parce que ici j'ai représenté donc 3 thèmes. Donc vous avez le thème de Michel Barnier, celui-là on le connaît. Là vous avez le thème de Gabriel Attal et là vous avez le thème d'Emmanuel Macron. Alors regardez, juste pour vous rappeler ce qu'il en était. Il a un soleil carré Neptune. Vous vous souvenez de cette faille dans son thème astral ? Il peut se faire illusionner, mener en bateau par certaines personnes, etc. Il peut y avoir des trahisons. Hein. Soleil carré Neptune, c'est désillusion, trahison. On fait croire quelque chose à une personne et en fait on le trompe. Bon, eh bien, regardez le thème de Gabriel Attal. Donc, lui c'est un poisson et il est ascendant cancer, tiens, il a le même ascendant que Michel Barnier, mais regardez surtout où se trouve Neptune. Vous voyez, Neptune, ici, 12 Capricorne, donc il a un Neptune qui se trouve en fait sur le Soleil, en conjonction du Soleil de Michel Barnier. Et comment ça s'est passé là, cette transition entre ces deux premiers ministres ? Déjà, Gabriel Attal, il a été nommé Premier ministre le jour de l'anniversaire de Barnier. C'est comme ça, le 9 janvier 2024. Vous voyez ? Comme si on avait dit à Michel Barnier, on lui envoie un message, on lui dit « Bon ok, là je mets le jeune Attal, mais sache que derrière c'est toi qui dois te préparer parce que je le nomme, hein, comme par hasard, le jour de ton anniversaire. » Bon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand Michel Barnier a été élu ? Eh bien, dès l'instant où il a été élu, Gabriel Attal s'est mis quasiment dans l'opposition. Hein. Vous vous rappelez cette passe d'armes entre eux à l'Assemblée nationale où il dit oui mais la dette c'est vous, oui je serai attentif au budget puisque c'est vous-même qui avez créé cette dette, etc. etc. Vous voyez ? Et tout de suite, alors on passe les consignes sur le perron, à Matignon, c'est super, on se serre la main, on s'apprécie, on s'estime, etc. Et dès le lendemain, vous voyez, la trahison de, entre guillemets, hein, parce que tout le monde se trahit ici, hein, mais la trahison visible d'Attal par rapport à Barnier. Hop, nous on n'y est pour rien. Surtout ne pas augmenter les impôts des Français. Nous, c'est pas nous. Oh, puis vous voyez, on vous a à l'œil, monsieur Barnier. Vous voyez ? Donc ça, c'est typique de Neptune, puisqu'il avait déjà une dissonance neptunienne en carré, eh bien, elle est incarnée ici directement par Gabriel Attal avec Neptune en conjonction au Soleil. Et puis, si on regarde le thème d'Emmanuel Macron, alors là, on n'a rien dans le signe du Capricorne. Par contre, regardez ce Pluton. Vous savez que
j'ai fait de nombreuses vidéos sur la dimension plutonienne de la personnalité de Macron, d'Emmanuel Macron, et donc c'est un président plutonien en ce moment, surtout en ce moment, hein, puisqu'il a Pluton sur l'ascendant. Actuellement. Et donc, regardez où se trouve Pluton dans le thème d'Emmanuel Macron, donc en 16 degrés Balance. 16 degrés Balance, si je le repositionne ici, c'est-à-dire exactement en carré, hein, donc Pluton serait ici, en carré à son Soleil. Donc là aussi, on a une domination, hein, une vigilance, une arme chargée, Pluton, en carré au Soleil. Donc il est sous la coupe de la trahison neptunienne d'Atal, et il est sous la menace directe, hein, de Pluton en carré au Soleil par Macron. Donc en fait, il a une marge de manœuvre très très limitée, quoi. En fait, c'est un commissaire européen sous surveillance macronienne et avec beaucoup de trahison neptunienne en arrière-fond, hein, c'est-à-dire ses anciens amis ou les personnes sur lesquelles il s'est appuyé pour être nommé, ou il compte sur certaines personnes aujourd'hui. Vous allez voir, il va y avoir des trahisons de partout. Bon, ça c'est juste un aparté pour bien vous montrer les choses. Alors maintenant, plus précisément au niveau de ces transits planétaires. Donc là, on revient sur le thème de Michel Barnier, hein, Capricorne, ascendant Cancer, sa lune en Verseau, tout ça, on connaît. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que Michel Barnier, il a 73 ans et 9 mois au moment où je parle. Autrement dit, il n'est pas tout jeune, mais c'est un Capricorne. Comprenez? Donc, quelle est la spécificité du Capricorne? C'est qu'on est mûr avant l'heure quand on est jeune, et on garde une forme d'énergie associée à la jeunesse, enfin, quand on est plus âgé. Et donc, il faut voir que Michel Barnier, il a été le plus jeune député, il a été le Benjamin de l'Assemblée nationale. À 27 ans, il était déjà député. Donc vous voyez, ça c'est typique du Capricorne. Je suis mûr avant l'heure, je suis le plus jeune député de l'Assemblée à 27 ans. Donc ça, c'est vrai, mais vous voyez qu'à l'autre extrémité, finalement, de sa vie politique, eh bien, à 73 ans, il est le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Vous voyez, il est aux deux extrémités, et ça, c'est typiquement Capricorne. Donc on pourrait se dire, bon, bah écoutez, alors on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un émissaire européen pour gérer l'intégration de la France à l'Europe, mais non, mais Michel Barnier, non, il est définitivement trop vieux, voilà, il fera pas l'affaire. Il fera pas l'affaire, Michel Barnier, bah en fait, c'était sans compter quelque chose qui est là, bien caché, et que vous pouvez regarder, voir au travers de ce soleil, là, vous voyez ce petit soleil, c'est le soleil progressé. Donc en astrologie, bon, peu importe, hein, je ne rentre pas dans la technique, c'est une autre façon de voir l'évolution de sa personnalité au cours de sa vie, c'est le soleil progressé. Et vous avez ici à l'opposé la lune progressée. Et donc ça, les positions de la Lune et du Soleil progressé forment ce que l'on appelle le cycle de la lunaison progressée. C'est un cycle de 29 ans et demi qui est très connu en astrologie parce que c'est un cycle qui sous-tend en fait notre incarnation un peu à la manière d'un biorhythme. Donc ici, cette phase est particulière parce que vous voyez, c'est une opposition Soleil-Lune. C'est ce que l'on appelle une phase de pleine lune progressée, donc c'est ce que j'ai écrit ici, pleine lune progressée, et elle a débuté dans son ciel en octobre 2023, c'est-à-dire c'est hier, hein, octobre 2023, hier à l'échelle de sa vie. Hein. Et c'est une phase, la pleine lune progressée, qui dure 3 ans et demi. Donc en fait, la pleine lune progressée, c'est le sommet de la vague. Vous voyez ? Donc quand vous êtes dans une phase de pleine lune progressée, pendant 3 ans et demi, vous êtes au sommet de quelque chose. Vous avez fait tout un travail pendant pratiquement 15 ans, et ce travail vous amène à ce sommet de vague que l'on appelle la pleine lune progressée. Donc quand on a une phase de pleine lune progressée, notamment pour un homme politique, ça correspond à un sommet de carrière. Vous voyez ? Quelque chose de significatif. Eh bien, cette phase a commencé pour Michel Barnier en octobre 2023. Elle va se poursuivre encore donc jusqu'en 2026, hein, si vous me suivez bien. Voilà. Et donc, comme par hasard, voyez, on choisit Michel Barnier dans cette phase
de pleine lune progressée. Mais bien sûr, ils ne savent pas tout ça, ils ne connaissent pas tout ça. Hein. C'est juste le ciel qui décide au-delà de eux-mêmes. Hein. Ils ont l'impression de décider, mais en fait, le ciel, parmi les candidats disponibles, dit « Ah, Michel Barnier, il répond, il est Capricorne, début et à l'extrémité de sa vie politique, et il est surtout dans cette phase de pleine lune progressée. » Donc ça, c'est très bon pour lui confier des responsabilités. Regardez par exemple, ça c'est le thème de Gabriel Attal. Eh bien, Premier ministre depuis janvier 2024, hein, avant Barnier. Regardez son cycle de lunaison, Soleil progressé au tout début du Taureau, Lune progressée au tout début du signe du Scorpion. Donc on a bien ici une opposition, c'est une pleine lune progressée, c'est une phase de pleine lune progressée, et là aussi c'est pas anodin. C'est-à-dire que lui il est tout jeune, on dirait oh ben non lui il est trop jeune pour être Premier ministre. Oui, mais il est dans sa phase de pleine lune progressée. Donc oui, c'est un candidat pour être Premier ministre, et c'est lui qu'on a choisi. Vous comprenez? Donc les personnes qui disent « Ah oui, mais non, je ne crois pas à l'astrologie », vous n'avez pas besoin de croire en l'astrologie, ça marche quand même si vous n'y croyez pas, voyez. Et eux, ils ne connaissent pas tous l'astrologie. Hein. Vous allez me dire « Ah oui, mais ils ont des réseaux, machin », oui, enfin je sais pas, je suis pas sûr qu'ils connaissent bien ça. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pas... moi je le vois tous les jours en consultation, c'est pas du hasard. Hein. Voilà. C'est la phase de pleine lune progressée pour un homme politique. Mais on peut aller plus loin, regardez cette phase, donc cette opposition, cette phase de pleine lune progressée. En fait, elle a eu lieu, là on est en octobre, on est fin octobre 2024, mais elle a débuté en octobre 2023. Et elle a débuté en 2 degrés balance. Alors en astrologie, l'endroit où se produit cette phase de pleine lune, de même qu'une phase de nouvelle lune, est très important parce que s'il y a une planète associée, cette planète va être très importante pour le cycle, ou pour la phase en fait, en l'occurrence. Donc ici, elle a eu lieu en 2 degrés balance. 2 degrés balance, c'est pile là. C'est-à-dire, vous avez ici Saturne qui est en 2 degrés balance. Donc en fait, sa phase de pleine lune progressée a débuté pile sur la planète Saturne, oui, planète du Capricorne, planète de, comment dire, des responsabilités, voilà, et notamment des fonctions élevées, notamment pour un homme politique. Donc il est normal, complètement normal, que ce soit Michel Barnier qui, parmi les candidats potentiels, ait été choisi, compte tenu de sa phase de pleine lune progressée, compte tenu également qu'elle a eu lieu sur son Saturne natal, en écho à son Soleil Capricorne. C'est son moment. C'est le sommet de sa carrière. Vous voyez? Ok. Et puis, bien, on reste sur ce Saturne, et qu'est-ce que l'on voit? Donc là, je me suis repositionné donc, le 5, 09, 24. Donc vous avez son thème, et vous avez en vert, ici vous avez les planètes. Ça, c'est la position actuelle des planètes, enfin actuelle, au début septembre. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, toujours ce Saturne, mais cette fois en transit, qui passe sur son milieu du ciel. Oh, c'est un hasard, monsieur Bartomeu. Puis bien sûr, c'est un hasard. C'est toujours un hasard pour ceux qui ne croient pas. Et pour les autres aussi, c'est toujours un hasard. Sauf que c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que Saturne, les responsabilités, comment dire, le statut élevé, voyez, passe sur son milieu du ciel, le point le plus élevé de son thème astral, qui représente sa carrière, son statut. Eh bien, Saturne passe sur son milieu du ciel, c'est une fois tous les 30 ans, tous les 29 ans et demi quand même, hein, donc c'est pas rien. Dans une phase de pleine lune progressée, que oui, ça y est, il est nommé Premier ministre. Et alors, donc, quels sont les autres aspects que forme Saturne? Ben, en fait, il fait des bons aspects, ce Saturne. D'une part, il est en trigone à son ascendant, il est aussi sextile au Soleil, hein, vous voyez, on voit.
Donc ça, c'est des bons aspects, quoi. C'est des aspects de stabilité, je dirais, de travail, de ténacité, de détermination dans le travail. Et donc ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Regardez Jupiter, il faut toujours regarder Jupiter également. Jupiter, 19 degrés des Gémeaux. 19 degrés des Gémeaux, ça veut dire que vous avez un Jupiter qui est en trigone, ici, à Mars. Mars conjoint Lune. Donc il est en trigone à Mars, mais il est en trigone à la Lune également. Bah, ça, pour un homme politique, pour une action politique, c'est bien. Je dis pas que ça va pas se faire tout simplement, tout facilement, mais ce sont des bons aspects, des bons transits, et malgré tout, c'est ce qui domine son ciel pour les mois à venir. Alors bien sûr, on retrouve ici Jupiter qui va, asseoir légitimement une action visant à faire le principe de la Lune, c'est-à-dire dissoudre les frontières et fondre progressivement, aider à fondre notre pays dans l'Europe. Vous savez que la France est déjà sous tutelle européenne, on n'en entend pas suffisamment parler, c'est pas assez relayé dans les médias, bien sûr. Ils veulent pas on doit être au courant pour pas qu'ils puissent être accusés d'avoir caché cette information, mais en même temps, on veut pas la relayer. Bien, la France aujourd'hui est sous tutelle européenne et nous avons un commissaire européen qui est Premier ministre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et quelle va être sa mission dans les mois à venir? C'est de continuer à dissoudre les frontières pour progressivement intégrer dans la tête des Français que ça y est, on est une province européenne parce que de toute façon on n'a pas le choix. On est surendetté et donc on est dépendant d'autres pays et d'autres institutions. En l'occurrence, ceux qui détiennent notre dette et l'Europe, au niveau financier et au niveau politique. Donc, ce sont, et j'ai envie de dire, hélas, de bons transits. Ce sont de bons transits. Ça va durer jusqu'au mois d'avril, au moins comme ça, même je pense le mois de mai inclus. Et donc je ne vois pas spécialement dans ces transits, qui sont plutôt des transits de stabilité, quelque chose qui me ferait dire qu'il va quitter son poste. En tout cas, pas avant la fin du printemps 2025, puisque c'est apparemment jusque-là que vont durer ces transits. Donc il y a une forme de stabilité. Son action sera bien sûr difficile, il y aura des soulèvements, des émeutes, mais il sera apparemment, malgré tout, maintenu dans ses fonctions. Ça change ensuite, en fait à partir du mois de juin, donc lorsque Jupiter va passer sur Uranus ici et viendra donc à l'opposé de Mercure dans sa maison 6. Là, vous voyez cet axe-là, c'est un axe de rupture, c'est un axe de fin de quelque chose. Donc là, effectivement, en juin, c'est juin, ça devrait monter en puissance en mai, et juin, Jupiter opposé Mercure pourrait montrer la fin de son contrat, ou de son contrat initial de Premier ministre. Néanmoins, derrière cela, il va rebondir parce qu'il sera toujours dans sa phase de pleine lune progressée, donc il est toujours sur cette phase de sommet, il va chercher à prolonger cette phase d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ça va rester en France, il est fort possible que ça reparte en Europe, en tout cas la carrière de Michel Barnier ne s'arrête pas à la fin de son contrat de Premier ministre. Ça se prolonge derrière et certainement ça change à partir de l'été 2025. Mais également, donc ça c'est ce que je vois avec Jupiter trigone au milieu du ciel, donc il repart sur autre chose, avec toujours de l'ambition, mais Jupiter opposé Soleil, vous voyez que Jupiter va continuer sa route, d'accord, il passe sur l'ascendant, mais juste après, lorsque Jupiter sera ici, il viendra donc s'opposer à son Soleil, ici. Et ça, c'est souvent pour un homme politique synonyme d'ennui juridique. Voilà, de contestation légale de quelque chose. Donc ça va pas être non plus tout facile par la suite et je pense qu'il va être rattrapé par des contingences légales. Peut-être que certaines personnes vont vouloir lui faire un procès ou vont vouloir revenir sur son action et examiner les décisions qu'il a prises. Est-ce que c'était bien tout légal ? Est-ce qu'il l'a fait dans la légalité? Alors peut-être par rapport au droit français, ça c'est pas si évident que ça. Donc derrière, oui, il va partir sur autre chose, il sera certainement protégé par d'autres institutions, mais il aura quand même
accrocher aux chevilles l'idée d'ennui juridique, de contestation, voire d'un procès qui remettrait en question en fait l'action qu'il aurait eue en France jusqu'à la fin du printemps 2025. C'est ce que moi je perçois au travers de ces transits. Je dis pas que j'ai la vérité, hein, et puis le ciel décide toujours, nous fait souvent des pieds de nez, mais disons que c'est ce type de tendance que je vois apparaître au travers de ces transits planétaires. Bien voilà, je ne sais pas si vous avez pu me suivre jusque-là, vous avez peut-être abandonné en route, vous avez repris peut-être cette vidéo un peu plus tard, parce qu'il faut poser des fois les choses. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre attention. Bien sûr, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours, hein, donc pour de prochaines vidéos sur Astroscience. N'oubliez pas de vous abonner, sachez que vous pouvez également rejoindre ma chaîne. Alors ça, c'est très important, si vous aimez les interprétations astrologiques, si vous voulez progresser en astrologie, si vous suivez déjà une formation, si vous voulez voir comment l'astrologie fonctionne dans l'interprétation de thèmes, alors vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, c'est le bouton bleu qui se trouve sous cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne, et là vous allez voir il y a un abonnement YouTube qui vous permet d'accéder tout de suite à 3 vidéos didactiques d'interprétation de thèmes, et ensuite tous les mois il y a 2 nouvelles vidéos où j'interprète devant vous des thèmes, des parties de thèmes, des particularités de thèmes pour vous aider justement à progresser dans votre pratique. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre attention, et puis moi je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une prochaine vidéo sur Astroscience. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.